Accepté d'être avec nous ce matin. Pour commencer, chers confrères, nous allons dire un mot de la une de chacun de vos journaux. Gérard, je commence par vous. À la une de Sika est paru mercredi, c'est bien cela. Et dernier, je lis Robert. Voudrez-vous bien nous expliquer ce titre? D'abord, c'est quoi un africaniste? Bon, un africaniste, c'est quelqu'un qui étudie l'Afrique, hein, et la science de l'Afrique. Et son histoire, sa sociologie et tout, et voilà. Et un panafricaniste, je dis que c'est un terme qui reste encore à définir. Voilà. Alors maintenant, pourquoi ce titre-là et cette une-là de Sika? Bon, c'est pas un secret c'est pas un secret. Le gouvernement togolais ou bien l'État togolais n'est pas un peu, quand vous voyez sur les réseaux sociaux, les gens doutent vraiment de notre panafricanisme. Hein. Les gens se disent, comment un régime qui a toujours été soutenu par la France-Afrique peut subitement se réclamer du panafricanisme, puisque le panafricanisme est, disons, quelque part le contraire de la France-Afrique. Et donc, comme en général, on ne mord pas la main qui a nourri, ce serait quand même étonnant que le gouvernement togolais soit subitement devenu panafricaniste, au sens où on l'entend aujourd'hui. Oui, en fait, panafricaniste, ne pas refuser peut-être le soutien d'un tiers, non? Oui, mais pas le soutien de la France-Afrique quand même, parce que là, ce serait quand même une contradiction. Ah, voilà. Parce que le panafricanisme aujourd'hui est considéré quelque part globalement pour schématiser comme le rejet de la France-Afrique, comme le rejet même de la France. Et donc, si on se réclame du panafricanisme, ça pose un certain nombre de problèmes. Mais il faut quand même dire que, vu l'âge, les études et tout du chef de l'État, ça ne nous étonne pas qu'il soit tenté quand même par une certaine fierté, une certaine dignité de l'Africain. Ça, c'est presque automatique, quoi. Comme tous nos enfants aujourd'hui, vous ne les voyez plus dans les rues, dire yovo, yovo, bonsoir, yovo, cadeau. Tout ça, là, ça a disparu comme par enchantement. Le noir est en train de prendre conscience de sa valeur. Alors, un autre titre, toujours à la une de Sika, il est le suivant. Daou Jonas Akleso, un des Aliko Dangote, togolais. Alors dites-nous, qui est Daou Jonas Akleso et que vous comparez au célèbre Nigérian Aliko Dangote? Oh non, M. Daou, on le connaît bien, c'est celui qui a amené Sodigaz au Togo. Hein. Dès que vous dites Sodigaz, alors tout le monde sait ce que c'est. Avant, vous savez, pour acheter une bouteille de gaz, il fallait chercher la station d'essence la plus proche. Et d'un seul coup, la chose s'est démocratisée. À tous les coins de rue, vous trouvez Sodigaz, et c'est ce monsieur-là qui a amené le gaz. Et donc, c'est un homme d'affaires quand même à l'échelle togolaise, quand même hors pair, comme d'autres. Hein. Et c'était une analyse qu'on a faite pour dire que il y a quand même pas mal de Dangote. Oui, la raffinerie de Dangote installée sur un site de 3000 hectares, 3000 hectares. Est l'une des plus grandes au monde. Et vous estimez qu'il y a des dizaines de Togolais capables de réaliser des projets d'une telle envergure? Oui, potentiellement. C'est-à-dire qu'il suffit de donner... à part l'ancien ministre Javet Jondo, voilà, est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent vraiment porter des projets de cette envergure? Oui, potentiellement. C'est-à-dire que quand on voit le parcours des gens, leur potentialité, leur disposition d'esprit, on se dit que le Togolais, par rapport aux autres, ne démérite pas, est capable de le faire. Maintenant, si dans son cas, pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Les moyens manquent. C'est-à-dire que quand vous voyez Dangote, l'État a dû mettre beaucoup de moyens, beaucoup de facilités à la portée de ce monsieur, ce qui lui a permis de créer cet empire-là. Et au Togo, si on le veut, et dans d'autres pays, on peut le faire. On peut créer ce qu'on appelle des capitaines d'industrie pour créer vraiment des choses balèzes quoi, à l'échelle de cette raffinerie-là. Je me tourne à présent vers Magloire, le rédacteur en chef de Flambeau. Alors, la question des droits de l'homme, tel est le titre à la une de votre journal Flambeau, avec une grande photo du ministre Christian Trimon, j'allais dire une belle photo. Alors, pourquoi le choix de ce sujet? Pourquoi ce titre? Alors, d'abord, bonjour à vous, chers doyens de là et Gérard. Bonjour à tous les fidèles auditeurs de Radio Victoire. Avant toute chose, permettez au nom du journal Flambeau des démocrates de vous présenter nos condoléances les plus attristées suite au décès de notre confrère Jacob Ahama, une grande voix de la presse et de la radio bien entendu qui s'est éteinte dans l'écosystème médiatique togolais. Nous condolons donc à Radio Victoire et bien évidemment à sa famille biologique. Je vous remercie, Magloire. Je profite aussi pour remercier encore une fois Gérard qui avait fait le déplacement pour venir nous saluer ici. Voilà.
Alors, pour répondre à votre question, évidemment, nous avons abordé cette semaine la question des droits de l'homme au Togo, partant justement d'un constat. Vous l'aurez constaté nul sans doute que il y a quelques jours seulement, le Togo venait encore d'être condamné par la Cour de justice de la CEDEAO justement pour violation des droits de l'homme, et ça nous a inspiré à mener une analyse profonde sur la question des droits de l'homme au Togo. Et lorsque nous remontons dans le temps, il y a bien entendu ce constat-là qui date depuis, on va dire, 2009 déjà, que à chaque fois que des citoyens togolais sentent le besoin, n'est-ce pas, d'approcher la Cour de justice de la CEDEAO, mettant justement en situation l'État togolais, il se trouve qu'à la fin du procès, l'État togolais a toujours été condamné. Alors, on a profité donc pour relancer le débat. Pourquoi toujours le Togo? Parce que pêle-mêle, il y a pas mal, une dizaine de condamnations contre le Togo. On se rappelle encore du cas Pascal Bodjona, du cas Pachanya Sigbeko accusé. Il y a ce cas Ametepe Kofi. Il y a plein de cas. Est-ce que c'est véritablement une question des droits de l'homme ou bien un problème de fonctionnement de la justice togolaise? Et c'est bien entendu. Vous savez, vous l'avez dit en mot introductif que nous avons mis en grande une la photo du ministre Trimois. Ce n'est nullement pas une manière pour nous de l'indexer, mais seulement qu'il occupe un poste ministériel qui a en charge les droits de l'homme, et donc c'est dans son champ. Nous sommes dans son champ et bien entendu notre premier répondant c'est lui. Mais à la fin vous vous rendez compte que véritablement c'est une situation, on va dire, conjoncturelle qui conduit justement à ces violations des droits de l'homme. Et d'ailleurs, quand on se réfère sur le dernier rapport d'activité de la CNDH de l'exercice 2022, on a ressorti ces ministères, ces services publics qui violent plus les droits de l'homme au Togo. Et en première place, nous avons le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. En second plan, nous avons le ministère de la Justice. Et en troisième position, nous avons le ministère de l'Administration territoriale. Et donc, c'est tous ces éléments-là mis ensemble qui concourent justement à ces violations des droits de l'homme qui on va dire, mettent finalement en difficulté le ministre Trimois. C'est pour ça que nous avons mis sa photo à la une. Mais pour nous, vous savez, le Togo fait partie des États fondateurs, n'est-ce pas, de la CEDEAO, avec l'actuel médiateur de la République de justice de la CEDEAO est un Togolais. Alors on se demande, mais qui, à chaque fois qu'il y a une affaire qui oppose l'État togolais à un citoyen lambda, il se trouve que l'État pour que le Togo puisse laver l'affront, parce qu'en réalité c'est ça, c'est un affront. Maintenant, il y a d'autres paramètres du côté de l'État togolais, peut-être qu'on a un problème qu'il faut régler absolument. C'est pour cela que nous avons voulu lancer ce débat. Je ne sais pas si Gérard veut dire un mot ou bien... Longtemps, et là où il y a crise... C'est normal qu'il y ait violation des droits de l'homme. Les autorités n'acceptent pas qu'on dise qu'il y a crise. Pourquoi est-ce que vous parlez de crise? Mais malheureusement, quand il y a cette atteinte à la sûreté de l'État ou bien des choses assez... Des citoyens, voilà, je ne sais pas, est-ce qu'on peut parler de crise à partir de ça? Bon, pour moi, personnellement, le Togo est un pays en crise depuis un certain temps. Il faudra rechercher une paix véritable. Venons-en à présent au débat proprement dit de ce moment. Le thème est promouvoir l'universal mercredi dernier au siège de l'Assemblée nationale. Elle a l'objectif de favoriser la lutte contre le terrorisme nucléaire et de promouvoir la sécurité mondiale. La cérémonie d'ouverture des travaux de cette conférence a été présidée par la présidente de l'Assemblée nationale, Yawadji Badi Tchegan, qui a relevé l'importance de la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme nucléaire. L'usage pacifique du nucléaire apporte une contribution essentielle à la satisfaction des besoins de nos sociétés dans les domaines de la médecine, de l'agriculture, de l'industrie, de l'énergie et autres domaines, ou pour commettre d'autres actes criminels. S'inscrivant dans ce mouvement, le Togo a enrichi son arsenal juridique par l'adoption d'une loi relative à l'utilisation sûre, sécurisée et pacifique du nucléaire le 4 juin 2020. En accueillant la présente conférence, notre pays réaffirme son soutien à l'Agence internationale de l'énergie. Le journal a été bouclé mercredi dernier sur l'ensemble du territoire national avec les opérations dans la région 3. La zone 2 regroupe les régions des plateaux et de la centrale, tandis que la zone 1 compteur, mais cela n'a pas permis de donner satisfaction à organiser une nouvelle séance de rattrapage dans la dite zone.
zone. La dynamique Monseigneur Podro est très en colère. En effet, ce regroupement de partis politiques et d'organisations de la société civile n'a pas pu tenir les meetings. Le regroupement politique est d'autant plus en colère qu'elle affirme avoir pourtant effectué les démarches administratives requises auprès des ministères de l'administration territoriale et de la sécurité. La dynamique Monseigneur Podro. Le pouvoir empêcher la tournée. Pourquoi est-ce que le pouvoir a peur? Si oui, il a peur de quoi? Si vous ne vous reprochez rien, pourquoi vous allez avoir peur? S'il a peur, ça veut dire qu'il se reproche quelque chose. Le Togo est rentré dans une rigole aujourd'hui. Il y a des tensions politiques, le monde doit se soigner. C'est ça le but de notre combat. Le parti politique Santé du Peuple est revenu cette semaine sur le 3e congrès statutaire du parti, tenu le 20 mai dernier. Pour mieux éclairer la lanterne des uns et des autres sur sa proposition, le parti a donc animé un point de presse mardi dernier à Lomé. Dr Georges William Cresson, président nouvellement reconduit du parti Santé du Peuple. Nous nous sommes dit, si vous n'êtes pas du parti au pouvoir ou d'un parti allié à ce parti au pouvoir, étant donné que ça fait près de 6 décennies que le même parti, le même régime est là, si vous ne faites pas partie de ce parti ou bien vous n'êtes pas allié à ce parti, vous ne pouvez pas mettre votre compétence à la disposition de votre pays. Ça veut dire que les compétences sont utilisées à minimum dans le pays, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une partie des compétences qui sont utilisées. Cela ne profite pas au pays, cela ne fait pas évoluer le pays. Chers confrères, le recensement électoral, c'est le premier sujet que nous allons aborder, vient d'être bouclé dans le pays. Et le premier constat que l'on pourrait faire est l'affluence des Togolais en âge de voter dans les centres d'enrôlement, n'est-ce pas, Magloire? Bien entendu, depuis le début de cette opération d'enrôlement, fin avril, nous avons constaté pour une première de l'affluence. Beaucoup de Togolais aux Togolais de ne pas aller s'inscrire, que tous ces écoutes, alors qu'en réalité ça ne devrait pas être le cas. Donc si subitement les gens commencent à comprendre que lorsqu'on est un citoyen, c'est un devoir, n'est-ce pas, d'avoir sa carte électeur si on a l'âge de la majorité. Je crois que c'est déjà un pas qualitatif que les gens posent. Maintenant, là où nous avons été tous surpris, c'est que au même moment que les populations sont là, n'est-ce pas, pour avoir leur carte d'électeur, on sent que au niveau des matériels, il y a eu assez d'insuffisance. Moi, par exemple, j'ai passé 72 heures à Lomé ici pour me faire établir ma carte d'électeur. J'ai pas pu le faire. Il a fallu que je me transpose, n'est-ce pas, dans la zone 2, chez mes oncles de Kouma, pour me faire établir ma carte d'électeur. Pas parce que je ne voulais pas le faire à Lomé, parce que j'y étais, les agents recenseurs étaient là, eux tous se reposent, parce que les imprimantes sont tombés en panne, parce qu'il n'y avait pas d'encre, parce que les papiers manquent. Et tout dans ce contexte-là, je crois que même la CENI, par son premier représentant, le président, a eu à le dire qu'ils ont éprouvé assez de dysfonctionnement. Et c'est d'ailleurs ça qui a conduit à une prolongation des délais. On a ajouté 48 heures dans chaque zone, mais à la fin, on a constaté toujours, surtout en ce qui concerne la zone 1, qu'il y a eu beaucoup de Togolais qui sont restés en marge de cette opération. C'est vrai que l'opération est puis aboutir normalement, ça aussi c'est un pas qualitatif, mais on s'est dit que à quoi ça va aboutir si véritablement l'objectif était de donner l'occasion à tous les Togolais qui ont l'âge de voter, de se faire établir leur carte. Et on a constaté de visu, nous tous, qu'il y a eu des Togolais qui ont cette volonté, mais qui n'ont pas pu le faire parce que les machines étaient tombées en panne. Alors on fait quoi d'eux? C'est vrai, on vient de finir l'opération, mais pour nous, nous pensons que nous sommes entre Togolais. Vous savez, on nous a dit officiellement que les élections devraient se tenir cette année, n'est-ce pas, 2023. Il ne reste que 6 mois. Parce que nous sommes au mois de juin, mais aucune date n'a été avancée. Ça voudra dire que jusque-là, on peut encore réparer ce qui est à réparer. Et donc, nous pensons qu'au niveau de la CENI, il faut
quand même penser à une nouvelle approche qui consiste à donner ne serait-ce que 48 heures, 72 heures à tous ces Togolais-là qui avaient eu la volonté de le faire, mais empêché par des problèmes techniques. Visiblement, il y avait beaucoup de monde, notamment Lomé, qui aurait bien voulu, mais n'ont pu se faire inscrire sur la liste électorale. D'où l'appel de nombreux partis au regroupement politique, notamment de l'opposition, à donner une nouvelle chance à ceux qui le désirent de se faire inscrire sur la liste électorale, notamment dans la zone numéro 1. Alors, l'un des tout derniers leaders de l'opposition a lancé ou a réitéré cet appel est le président de Santé du Peuple, Dr Georges William Kwessan, que nous écoutons. Si les choses pouvaient se faire, on allait demander que tout le recensement soit repris. Parce qu'on a senti une certaine impréparation, une certaine improvisation. Pour une CENI qui organise des élections depuis des années, on n'a pas compris ces imperfections que nous avons vues au cours de ce recensement. Ce que nous disons, de toutes les façons, si on ne peut pas reprendre le recensement, il faut nécessairement que dans la zone 1, au moins, le recensement soit repris. Parce que dans la zone 1, d'abord, c'était le début. Et vous savez que c'est la zone qui a la plus grande densité de population. Et il y a beaucoup qui ne sont pas arrivés à se faire recenser, à avoir leur carte d'électeur. Il faut que tout ce beau monde soit mis dans son droit d'avoir sa carte d'électeur. Donc, quoi qu'on dise, nous devons travailler à ce que, au moins dans la zone 1, le recensement soit repris pour qu'on puisse espérer une évolution plus ou moins acceptable pour ces succès. Alors, Gérard, pensez-vous que la CENI pourrait redonner leur chance à ceux qui n'ont pas encore pu se faire inscrire de le faire, notamment dans la zone numéro 1? Bon, la CENI devrait d'abord, pour la simple raison que les Togolais aujourd'hui ont envie d'être identifiés. C'est devenu comme une mode, comme les gens veulent avoir leur portable, tout le monde. Et donc, tout le monde a envie d'avoir quand même une pièce d'identité. Et pourquoi ne pas leur en donner? Mais de l'autre côté aussi, ou bien dans le même sens, c'est dans l'intérêt même de l'État d'identifier ses citoyens. Donc un État qui accepte de marcher à l'aveuglette, de ne pas savoir qui habite où, qui fait quoi, ben moi je crois que ça ne l'arrange pas beaucoup. Il n'y a pas longtemps on a fait un recensement de la population. Oui, mais un recensement, mais ça ne veut pas dire qu'on a des pièces d'identité. Mais on devrait quand même pouvoir savoir que Kodjo habite dans tel quartier, il est accessible à tel numéro de téléphone. Sinon, la sécurité dont on rêve risque d'en pâtir. Parce qu'on voit depuis le nord, on voit cette instabilité qui essaie de gagner le reste du pays. Mais pour lutter contre ça, il va falloir quand même identifier les gens. Les gens qui ne sont pas identifiés sont potentiellement dangereux. Et donc c'est dans l'intérêt même de l'État de nous identifier. Voilà. Bien. L'Alliance socialiste Santé du Peuple a animé mardi une conférence de presse, un point de presse au cours de laquelle ce parti est revenu sur sa proposition sur le partage du pouvoir qu'il appelle la cohabitation concertée. Alors, que pensez-vous de cette idée du docteur William Kwessan qui déplore par exemple le fait que les biens nationaux stagnent dans un seul groupe du pays? Gérard Kwessan. Non, il a raison. Et je vois tout l'effort que le gouvernement déploie pour intégrer les femmes dans le développement. On dit qu'en négligeant les femmes, c'est à peu près la moitié de la population que nous sommes en train de négliger. Et donc le développement ne peut pas être une réalité. Alors, pourquoi alors négliger une autre partie de la population qui est formée de gens qui ne sont pas d'accord avec la population, avec la politique de ceux qui sont au pouvoir. Donc l'exclusion n'a jamais été bon. Et il faut toujours essayer de mettre tout le monde à la tâche et que tout le monde travaille pour l'évolution du pays. Donc ce n'est que la si tempérée de cette... au devant de... Ah d'accord, oui, d'accord. Oui. Alors, c'est ça. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette idée, la cohabitation partagée? Alors je pense que théoriquement, on dira quoi? Lorsque un parti politique est né, sa philosophie c'est quoi? C'est de conquérir, n'est-ce pas? C'est de batailler dur pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Je crois que c'est ce qui se fait généralement, mais sauf que chez nous, là où la démocratie est encore un peu balbutiante, comme le docteur, en tout cas docteur Kwessan a si bien fait le constat, c'est que chez nous, les richesses ne sont pas équitablement réparties. C'est-à-dire que soit vous optez
pour la majorité présidentielle ou le parti au pouvoir, c'est que vous êtes dans les bonnes grâces du pouvoir et ça sous-entend que vous avez toutes les richesses du pays de votre côté. Et pendant ce temps, ceux qui optent pour l'opposition, c'est-à-dire essayer de jouer un peu à la police derrière le pouvoir pour essayer, n'est-ce pas, de les titiller, de les amener à s'améliorer, on les voit généralement d'un très mauvais œil. Ce qui fait que ce que prônait même la constitution togolaise, qui est donc d'essayer en tant qu'État de faire en sorte que les richesses du pays soient équitablement réparties entre les citoyens, n'arrive toujours pas à prendre corps. Et je crois que c'est ça qui fait que, comme chez nous au Togo, c'est le seul pouvoir qui est là durant beaucoup d'années et qui n'arrive pas justement à faire intégrer dans leur mécanisme de gestion du pouvoir d'autres tendances, ça a fait que ça se déséquilibre et que tout le monde constate. Vous avez vu qu'en 2010, lorsque l'UFC a voulu s'essayer, il a fallu passer par un accord politique spécial qui a fait que le parti de M. J-Chris Olympio a dû cheminer jusqu'à un moment donné avec le pouvoir. Maintenant, politiquement, est-ce que cet accord a des retombées vraiment positives? Ça, c'est un autre débat. Mais je crois que Dr Kwessan a pleinement raison de le dire. Parce que, voyez-vous, on ne peut pas comprendre que nous sommes tous égaux devant la Constitution. Étant fils du Togo, on doit se mettre au service de cette nation. Que vous soyez du côté du pouvoir ou que vous soyez du côté, n'est-ce pas, de l'opposition, lorsque vous avez des compétences à donner ou à faire valoir, on doit vous donner l'opportunité ou l'occasion de servir votre pays, peu importe votre coloration politique. Mais c'est difficile de le faire chez nous. Et donc c'est pour ça que je m'inscris dans cette dynamique-là. Dites-moi, est-ce que on sait que la démocratie, il y a le parti au pouvoir et puis il y a l'opposition. Mais là, si tout le monde est ensemble pour gérer le pouvoir parce qu'on veut répartir équitablement les richesses, alors qui va critiquer qui va critiquer, qui va jouer le rôle? C'est en cela que je dis les fondamentaux de la politique, c'est vraiment ça, de la démocratie, c'est que vous avez le pouvoir. Nous ici, l'alternance même, c'est vrai que ce n'est pas ça qui évalue vraiment ça amène d'autres acteurs politiques, n'est-ce pas, à un moment donné, à se fondre dans la dynamique en cours pour se mettre au service de la population. Et ça, personnellement, je comprends. Parce que, voyez-vous, il y a des gens, quand on prend par exemple le cas de M. Alberto Olympio, ce Togolais méconnu par la plupart de ses compatriotes jusqu'à un moment donné, mais qui a décidé à un moment donné d'apporter sa pierre à l'édification de cette nation. On nous a dit qu'il était un informaticien chevronné qui lui a installé des entreprises un peu partout, mais on a constaté tout simplement que dès que le monsieur il est arrivé chez nous, on a eu une pluie d'affaires qu'on a soulevé contre lui, et depuis lors, le monsieur il est porté disparu, on ne sait plus ce qu'il est devenu. Et pour moi, j'estime que parce que le monsieur a voulu s'inscrire sur un terrain politique qu'on a trouvé à l'écarter par une et mille manières. Pour moi, politiquement, peut-être c'est une arme pour le pouvoir en place, mais objectivement, ça ne devrait pas être le cas. Le monsieur peut être opposant, agir sur le terrain en tant qu'opposant, mais s'il a des compétences à donner pour que le Togo qu'on voit ou qu'on appelle, qu'on veut être un pays développé à l'horizon 2030 ou 2045, je ne sais pas quoi, on devrait accepter que toutes les composantes de ce pays, peu importe leur coloration politique, puissent être là au pays et contribuer de leur manière au développement du pays. Mais ce n'est pas encore le cas. C'est pour ça que je dis, je comprends la nouvelle approche de Dr Kwessan qui dit que ça... Et puis la nuance c'est quoi? Il ne prête pas pour sa propre chapelle. Il dit que ça doit être une nouvelle approche qui inclut toute l'opposition pour que le Togo développé soit véritablement passe du rêve à la réalité. Et moi personnellement je comprends. Oui, Gérard, un mot là, par rapport encore à ça ou bien c'est... Sinon je voudrais poser la question suivante. C'est-à-dire que est-ce que que dites-vous de ceux qui pensent que le partage du pouvoir, au lieu de ne conduira pas à l'alternance, mais au contraire va conforter et prolonger le séjour des dirigeants actuels aux commandes du pays? Parce que si tout le monde se met ensemble, ceux qui sont là vont encore rester, parce que par quel mécanisme ils vont être remplacés?
Bon, l'idéal n'est pas le partage du pouvoir. L'idéal, c'est l'alternance. Et donc, comme on le dit, un compromis, c'est toujours mauvais. Hein. C'est pas l'idéal, un compromis. C'est-à-dire que j'ai de l'argent, je discute avec ma femme, je dis, il faut qu'on s'achète une voiture. Elle me dit, non, il faut qu'on s'achète une moto. Et le compromis, c'est d'acheter un tricycle. Peut-être que le tricycle, ça risque de ne servir à rien, quoi. Ça risque de ne servir à rien. Donc, autant acheter soit une voiture ou bien une moto. Celui qui est au pouvoir, ben, il décide. Mais quand ton temps sera parti, ben, on va passer à l'étape des motos. Elle aussi, elle va essayer de voir si les motos sont mieux, quoi. Et donc, ces histoires de compromis, moi, je suis pas d'accord, même je suis plutôt pour l'alternance. Mais ce qui est important aussi, et Magloire l'a dit tout à l'heure, il parle de quand on a le pouvoir, on l'exerce. Mais il ne faut pas que l'exercice de ce pouvoir-là soit absolu. Le problème chez nous, c'est qu'on vient au pouvoir, on a le pouvoir absolu. On a le pouvoir législatif, on a le pouvoir financier, on a le pouvoir... qu'est-ce qu'on a encore? On a tous les pouvoirs, ce qui fait qu'on peut modifier la Constitution, modifier même le fonctionnement de la société. Et c'est ça qui est mauvais. Mais si c'est seulement avoir le pouvoir pour le pouvoir, vous avez le pouvoir, vous l'exercez dans vos prérogatives qui vous sont données en tant que président, en tant que gouvernement, et vous partez. Si vous faites des bêtises, ben, l'administration est là, le pouvoir réel de l'État est là, qui pourra vous juger après, pour vous dire, monsieur, quand vous aviez une portion du pouvoir, vous avez fait telle bêtise, vous allez comparaître. Mais le pouvoir chez nous, malheureusement, c'est que ben, on vient, on s'accapare tout, on accapare tout et puis ben, voilà quoi. On prend tout le monde en otage et c'est ça qui est mauvais. Même je voudrais ajouter peut-être une chose, c'est qu'il faudra toujours différencier les opposants et les leaders de l'opposition. Parce que pour moi, les lanceurs de pavés, tous ceux qui sont mécontents, tous ceux qui sont là, qui disent ça va changer. C'est-à-dire c'est des gens qui sont pratiquement passés. C'est ceux-là qui détruisent vos réalisations. Oui, non, ce que j'aimerais ajouter, c'est que, vous savez, au même moment que je dis que je comprends M. Kouissan dans sa nouvelle approche, au même moment, ça relance un autre débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, nos leaders politiques, on le dit souvent, c'est des gens souvent aussi qui ont la peur du procès de l'opinion. Voyez-vous, c'est-à-dire si je fais ci, est-ce que, ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une bonne approche. Et vous allez voir qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, après les guerres entre, quand il a été acquitté, après son retour au pays, l'un des premiers actes forts, c'est d'aller voir le président Ouattara au palais présidentiel et discuter entre eux en tant qu'Ivoiriens, en tant qu'acteurs politiques, pour, en tout cas, parler de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Vous pensez que ce serait possible chez nous au Togo? Voilà, c'est des paramètres qu'il faut mettre en jeu. Et le débat que ça relance et que je soulevais, c'est que quoi, à un moment donné, il faut quand même que nos acteurs politiques arrivent à faire cette pédagogie-là à leurs militants, que ce n'est pas parce qu'on collabore ou du moins on voit un opposant avec son alter ego, c'est-à-dire un homme politique qui est du côté du pouvoir, qu'il est corrompu. Ça, c'est le discours qu'on a longtemps tenu au Togo, mais qui n'a amené nulle part. Vous avez vu M. Gilles Christ Olympio, je suis désolé, mais il était le champion de ce discours, jusqu'à un moment donné où en 2010 ou en 2011, il a compris qu'il fallait collaborer avec le pouvoir pour la bonne marche des affaires de la République. Mais comme lui-même, il a phagocyté les esprits tels... Et visiblement, ça n'a pas... Évidemment, parce qu'il a adressé la population à concevoir la politique d'une manière ou d'une autre. Le moment où lui-même, de par sa sagesse, a compris qu'il fallait procéder autrement, les autres n'ont pas suivi. Et donc, il a été victime de sa propre politique. Et à un moment donné, vous avez vu aussi que ces lieutenants, ces fidèles lieutenants qui sont les M. Jean-Pierre Fabre et autres, tenaient également pratiquement ce même discours. Mais la nuance, c'est que quand M. Jean-Pierre Fabre est devenu maire, les gens confondent son poste de maire à quelqu'un qui partage le pouvoir avec le régime en place, alors que c'est deux choses différentes. C'est pour dire que lorsqu'on pose ce genre de discours, on émet ce genre de discours, soyons sûrs que demain ou après-demain, ça nous rattrapera. La politique, ce n'est pas une affaire d'ennemis. On peut avoir des adversaires politiques, mais on n'est pas des ennemis. Vous avez mais les gens comme les maîtres Aboibo, les gens comme un monsieur Trimois, qui est ministre au sein de l'actuel gouvernement, avec un monsieur Apevon. C'est pas un délit, c'est des Togolais après tout. Et ce que nous oublions, c'est que ces gens-là, ces acteurs politiques, c'est des gens qui ont été à l'école
au même moment, c'est des promotionnaires et qui ont eu des chemins différents sur le plan politique. Alors vous allez interdire à ces gens-là de continuer leur amitié, mais peut-être pour vous faire plaisir, ils vont vous montrer comme quoi en pleine journée, ils sont des ennemis, mais en pleine nuit, ils vont se retrouver et ça joue contre vous. Alors admettons que la vie est faite des amitiés et comme cela, quand vous concevez la vie telle, je crois que le reste sera facile et c'est le grand job que les partis, surtout de l'opposition, doivent commencer par faire, redresser autrement leurs militants pour qu'ils comprennent que le terrain politique, ce n'est nullement pas un terrain d'adversité ou d'ennemi. Eh bien, nous allons changer de sujet. Les meetings, je peux ajouter un mot en 30 secondes peut-être, parce que là... je pense que ça va être très difficile pour les partis politiques de faire ce job. C'est-à-dire que ça fait partie aussi de leur prérogative. Je suis votre adversaire. Moi, j'ai tout intérêt à nous montrer que votre mauvais côté, à montrer que vous et moi, vraiment, on est diamétralement opposés. Mais vous n'êtes pas des ennemis. On n'est pas des ennemis, mais je ne dirai jamais que Magloire, il est mauvais, mais voilà, il fait de très bonnes choses. Ça va être un jeu tellement difficile. Mais je crois que c'est le problème que vous soulevez là est plutôt un échec des médias et de la société civile. Parce que c'est la société civile et les médias qui devraient éduquer la population à ce qu'on comprenne qu'il y a un jeu qui s'appelle politique et qu'on joue comme ceci, comme cela. Mais si nous rejetons cette faute-là sur les hommes politiques, je crois que c'est trop c'est vraiment leur demander trop. C'est comme en football, hein. En football, vous faites des tacles, c'est celui qui a plus de gabarit qui pousse l'autre. Mais vous n'allez pas dire on a fait la même école et donc je peux te faire tel tacle, mais je ne vais pas le faire. Les gens vont vous traiter de vendu, que vous avez vendu le match. Donc c'est peut-être l'occasion de renforcer les médias pour que nous puissions faire notre travail de pédagogie comme il le faut. Que nous ayons les moyens techniques, les moyens humains, les connaissances, les outils intellectuels nous-mêmes pour pouvoir expliquer à la population. Mais tant que les médias sont affaiblis, tant que les médias ne sont absolument rien, cette place-là va rester. L'homme politique ne pourra pas faire détruire l'autre et le construire en même temps. Ça va être difficile. Et on va changer de sujet parce que là, Gérard risque de nous amener sur notre terrain. Non, pas du tout. Non. Alors, les meetings de la DMK, la dynamique Monseigneur Podjoro, qui refuse de mourir, projetait de tenir les 10 et 11 juin dernier à Kpele-Adeta et à Kpalimé. Les meetings donc au ministère d'État, chargé de l'administration territoriale, et à celui chargé de la sécurité, et avoir reçu copie des décharges de chaque ministère. À votre avis, comment peut-on expliquer ces interdictions, Magloire? Franchement, la question se pose. A priori, c'est vrai que depuis un moment, le Togo traverse une période assez sensible, surtout au plan sécuritaire. Cela sous-entend naturellement que les autorités politiques ou du moins les dirigeants devraient se mettre aux aguets pour contrôler au mieux tous les mouvements qui se font dans le pays. C'est tout à fait normal. Mais je tombe quand même des nues quand on m'informe que des partis politiques qui ont l'agrément de l'État togolais, qui fonctionnent depuis belle lurette, qui sont connus avec des acteurs politiques très connus, soient interdits, n'est-ce pas, de mener leur activité politique, encore que nous sommes dans une année électorale. On le dit, si le calendrier républicain est respecté, même si on n'a pas encore les dates, on nous dit vaguement que les Togolais devraient aller aux élections courant cette année. Ça voudra dire que logiquement, de juin à décembre, il n'y a que 6 mois. Et donc dans 6 mois, les partis politiques devraient retourner devant la population pour leur offrir leur projet politique, dans l'espoir, n'est-ce pas, de solliciter leur vote. Alors, comment se fait-il ou comment on peut comprendre qu'à 6 mois des élections, on puisse interdire à des partis politiques de s'approcher, n'est-ce pas, de l'électorat, de la population, dans le cadre de leurs activités politiques régaliennes? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce que on va dire oui, nous sommes menacés par le terrorisme, donc des partis politiques peuvent être assimilés à des organisations terroristes? Je me pose des questions. C'est vrai qu'au niveau de la machine étatique, on peut avoir des éléments que nous autres n'avons pas. Non, mais il y a des fêtes qui se célèbrent, il y a des regroupements, il y a des choses qui sont organisées. Le chairman a pris soin, dans son mot introductif, de dire que c'est maintenant qu'ils ont l'aval ou le hockey du ministère agent de l'administration territoriale pour démarrer la conférence de presse. Alors ça voudra dire tout à l'heure, le doyen et confrère Gérard parlait des méfaits, n'est-ce pas, du pouvoir absolu. Je ne dis pas forcément que c'est ça, je l'ai dit tantôt que nous traversons une période assez sensible, mais est-ce que c'est pour autant qu'on doit essayer de monopoliser tous les mouvements dans le pays? Allemand évoque
la même situation en début d'émission. Vous imaginez si demain, après-demain, des partis également au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO, c'est fort probable que le Togo soit encore condamné. C'est pour dire que quand on pose ces genres d'actes, souvent on a l'impression qu'on ne pense pas à l'après-acte, c'est-à-dire qu'on se concentre sur l'existant, peu importe ce qu'il adviendrait, mais ce qui adviendrait après, c'est que c'est l'honneur du pays qui est entaché. Aujourd'hui, le Togo ratifie plusieurs conventions et demain, après-demain, l'ONU, par exemple, va nous flanquer ça au visage que vous avez ratifié telle convention, mais voilà l'acte que vous posez qui est vraiment contraire à ce que vous avez, en tout cas, aux accords que vous avez signés. Et donc, pour moi, ce n'est pas bien. Il faut aussi penser à l'après-acte que nous posons. Oui, Gérard, moi rapidement, ou bien on peut évoluer? Bon, à ce sujet, moi je dis que c'est une question de logique en fait. C'est-à-dire que le gouvernement actuel est dans une certaine logique. On ne va plus autoriser les meetings, on ne va plus autoriser les manifestations. Non, ça n'a jamais été dit, il n'y a rien, il n'y a aucun communiqué. Oui, c'est pour ça que je dis, c'est pour moi, à l'analyse, je pense qu'ils sont dans une telle logique. Est-ce que ça peut tenir? Est-ce que ça peut s'expliquer? Est-ce que ça peut être accepté? Puisque de l'autre côté, il y a des choses qui se font, des manifestations qui sont organisées dans le pays. Oui, je parle de manifestations en fait politiques. Donc c'est une question de conception. Moi je pense que le ministre de l'administration territoriale actuelle, parce que eux aussi ils ont ils pèsent de tout leur poids dans la politique en général. Donc je crois que c'est quelqu'un qui conçoit que même sans la liberté, on peut développer le pays. Vous voyez, c'est juste quelque chose comme ça. Ben, il peut avoir raison, mais moi, personnellement, je pense qu'ils se trompent. Ils ne peuvent pas évoluer. Ils ne peuvent pas. Un peuple qui n'est pas libre ne peut pas évoluer. Mais c'est une conception qu'on dit pyramidale du développement. C'est-à-dire qu'il y a un sommet qui donne des ordres vers la base et vous vous exécutez. Après 10 ans, 20 ans, on retrouve un pays développé. Ça n'a jamais été comme cela. Et je crois qu'ils se trompent tout simplement. Apparemment, ça va dans certains pays. En Chine, oui, la Chine. Non, c'est pas ça. La Chine, c'est là où nous... Parce que le peuple est là, parce que la presse est là, elle est forte. Mais alors qu'ici, vous faites des choses qui sont quand même aussi... C'est peut-être que c'est le niveau de discipline de l'autre, voilà, qu'on n'a pas peut-être ici. Le niveau d'état de droit. C'est-à-dire qu'en Chine, c'est un état de droit terrible, où la loi est appliquée de façon implacable à tout le monde. Mais chez nous, en plus de cet art-là, entre guillemets, de la Chine, nous n'avons pas un état de droit. La justice est à plusieurs vitesses. Certains font des choses, on les laisse. Vous volez une poule, vous allez en prison. C'est la petite différence qu'on ne voit pas. Moi, je voudrais demander, est-ce que par exemple, la DMK, quand la DMK veut organiser quelque chose qu'on empêche de le faire, une fois, deux fois, trois fois, est-ce que cela ne pourrait pas avoir comme effet de rendre cette DMK populaire? Parce que on a vu ce qui s'est passé avec l'UFC. Je le disais tantôt que parfois au niveau du gouvernement, on agit sans forcément penser à l'après. Avec des moments un peu tumultueux. C'est maintenant que cette organisation, par interdit ces manifestations politiques et tout, c'est plutôt renforcer cette DMK-là. Et politiquement, c'est comme si le pouvoir donne... L'effet boomerang de l'action. Exactement. Donc, je me dis, on n'avait pas besoin de le faire. On n'avait pas besoin de le faire. C'est vrai, ils ont démarré au niveau de Kélé, je crois, et la suite serait l'étape de Paris-Mé. Mais appeler, par exemple, on a vu la mobilisation. Ce n'était pas aussi monstrueux. Alors, je me demande de quoi a peur le gouvernement. Il fallait laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Mais si vous estimez que vous êtes assez fort pour ne pas être inquiété, alors laissez les faibles dans leur cercle de faibles. Ils agissent en tant que faibles, mais le moment viendra, vos moyens là, pour les battre ou les abattre carrément. Mais ça voudra dire qu'en réalité, la faiblesse était de votre côté. C'est le message que vous envoyez à l'opinion, peut-être sans le savoir. C'est pour ça que je dis, on n'avait pas besoin de faire tout ça. Yeah. On n'avait pas vraiment besoin de ça. Il faut se contenter de ce qu'il y a à faire, que ce soit au niveau du gouvernement. L'urgence aujourd'hui, c'est quoi? Il y a les élections qui sont en vue. On voit la CENI qui évolue à petits pas. Et il faut le dire également, c'est l'une des rares fois qu'on voit le Togo en plein processus électoral où la CENI n'a même pas eu à faire une affiche de sensibilisation, par exemple, des pancartes dans la ville, tout ça. On n'a jamais eu de ces gens. Ça voudra dire en réalité que soit on n'était pas prêt parce qu'on vient de boucler la période des recensements sans que la CENI n'ait même pas les moyens de communiquer sur ces activités. Vous avez vu les rares insertions qu'on a trouvées dans quelques journaux, c'est l'œuvre des associations de la société civile ou certaines associations qui communiquent pour la CENI. Ça veut dire que
on a assez de problèmes. Le mieux, c'est de se concentrer. Retour au studio pour la suite de ce débat. Et je rappelle que je suis avec Gérard Ouessant, le directeur de publication du journal satirique Sika, et de Magloire Teko, le jeune rédacteur en chef de l'hebdomadaire Flambeau, même s'il veut nous tromper en mettant en nous présentant une petite barbe aujourd'hui. La guéguerre au sein du comité d'action pour le renouveau CAR se poursuit. Cette semaine, c'est une affaire de sérieux au siège du parti qui constitue le nouvel épisode de ce feuilleton. Gérard, êtes-vous surpris par ce qui arrive au CAR et d'après vous, quelle est l'origine du mal qui ronge ce parti qui naguère était très influent au Togo? Oh, je pense que le mal qui ronge ce parti est le mal qui ronge tous les autres partis au Togo. À l'UFC, on a vu la même chose qui s'est passée avant la création de l'ANC, bien sûr. À l'ANC même, vous avez vu là, les dernières fois, là, les derniers temps, là, c'était vraiment le remue-ménage. Et actuellement, à l'UFC, le reliquat même de l'UFC, il y a tellement de guerres. Bon, la DMK, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, le problème des partis politiques au Togo, je pense qu'il y a trop peu comment dire, les choses ne sont pas scientifiquement faites. C'est-à-dire qu'on s'associe et puis beaucoup de choses sont dites verbalement et puis on y va. J'ai causé avec le président d'un parti, c'était Nathaniel Olympio. Je l'interrogeais à propos de l'implosion de leur regroupement tout le temps. Il dit non, que effectivement, ils se voient ensemble, il dit ben, on va faire une alliance et puis ben, on y va. Hein. Mais il n'y a jamais rien d'écrit. Moi, je crois que les écrits sont très importants. C'est comme quand vous créez une société, il faut détailler les choses. Il faut avoir un règlement intérieur, il faut avoir les statuts, il faut avoir plein de choses que tout le monde respecte. Mais tant que c'est fait un peu à la va-vite, évidemment, ça va donner ça. Sinon, l'association d'Abouibo, moi, j'imagine mal un parti si vieux ben, qui n'a pas réglé par écrit comment l'association sera faite. Et que certains se disent, ben, parce que je suis de la famille, je dois être le successeur, parce que nous, on s'est rencontrés dans la famille, dans la maison du défunt, et donc nous sommes plus légitimes. Des arguments à dessous comme ça, bon ben, et sincèrement, ça choque quoi, ça choque. Donc ça prouve que nous faisons les choses un peu à la va-vite. Et ça c'est inhérent à presque tous les Africains. Il faut qu'on apprenne encore à faire les choses scientifiquement, avoir une charte. Par exemple, dans certains pays, familles en Europe, on fait une charte de famille. Quand vous avez un papa qui a une entreprise, ben, vous avez une charte de famille. Au cas où papa serait mort, qui va prendre la relève? Ça n'a rien à voir avec l'héritage. Donc il faut réglementer les choses, ça n'a pas été fait. On en peut. Magloire, ne pensez-vous pas qu'une fois que le Congrès, même boycotté par une partie des cas du CAR, n'a pas été empêché par les autorités, comme ce fut le cas avec l'UFC, et que la messe est dite, et que tacitement le CAR, version datée, est reconnu par les autorités? Évidemment, c'est l'analyse qu'on est amené aujourd'hui à faire. Hein, et je l'avais même dit lorsque je me suis retrouvé sur un plateau avec un courant du CAR. On le disait parce que dans ce même sillage, le même scénario se produisait au niveau de l'UFC. Et vous allez voir que un camp accuse l'autre camp d'être un peu supporté par le ministre en charge de l'administration territoriale. Et c'est le cas d'espèce au sein du CAR également. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, c'est que comment en est-on arrivé là? Le doyen Ouessant Gérard a essayé de dire tout à l'heure que c'est parce qu'à la base, on ne fait pas les choses bien. Et je pense qu'il a raison fondamentalement parce qu'on se pose la question de savoir comment est-ce que nous adhérons au parti politique. Est-ce qu'on adhère au parti politique selon les idéaux que prône le parti ou alors on adhère au parti parce que le président fondateur c'est mon oncle, parce que c'est mon parent, parce que. Et quand on le fait comme ça, voilà les scènes auxquelles on peut assister à un moment donné. Parce que tout le monde veut être dans les bonnes grâces du président, tout le monde veut se réclamer le meilleur dauphin du président et à la fin, on se retrouve dans une guerre où on n'arrive pas à s'en sortir. Parce que vous allez voir comment se fait-il que depuis des années où le CAR est créé,
c'est vrai, de son vivant, Maître Agboibo a géré le parti sur une longue durée, mais à un moment donné, il avait senti quand même le besoin, n'est-ce pas, de se retirer. Et on a confié le parti à Maître Apevon. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? En 2016, Maître Agboibo était revenu. Ça voudra dire, même si on ne connaît vraiment pas les soubassements de cette histoire, de son retour, ça voudra dire qu'en réalité, il n'était pas satisfait de ce qui a été fait durant son absence. Et vu que c'était son parti, c'est lui qui émet ou du moins investit des sous là-dedans pour que le parti puisse se tenir, il s'est dit mais autant revenir récupérer ma chose. Et c'est ça qui a été fait en 2016 jusqu'à son décès. Maintenant qu'après son décès, on a constaté qu'il n'a pas eu à préparer la succession et que c'est devenu véritablement de la bouillabaisse dans la maison où un courant est amené à changer les serrures pendant que notre courant soit amené à faire des meetings ou des conférences de presse dans la maison du défunt. Moi, je trouve que tout ça, c'est enfantin. On n'a pas besoin d'assister à ça. Et ça, c'est un message fort, en réalité, à tous ceux qui aspirent à gouverner, à adhérer au parti politique, de mûrir leurs convictions. On n'adhère pas à un parti politique parce que je suis fanatique d'un président, je suis fanatique de son discours. De son discours, oui, mais les idéaux sont importants parce que les hommes sont éphémères sur terre, mais les partis, les idéaux demeurent. On n'a pas besoin d'avoir Kodjo forcément à la tête d'un parti pour adhérer, mais si les idéaux que prône le parti est vraiment des idéaux qui incarnent le développement tel qu'on l'aspire, je crois qu'après Kodjo, même si Mansa vient ou Mazalo vient, on restera toujours convaincu de la pertinence de ce parti. Et quand on est convaincu, on n'agira jamais pour que ce parti tombe. Mais dans le cas d'espèce, aujourd'hui, je considère les deux camps comme des adversaires même du cas. Parce que si on tient vraiment à ce parti, on n'allait pas se donner à cette scène-là. Justement, mais l'autre aspect, est-il encore possible de faire pour arrêter ce spectacle auquel se livrent aujourd'hui les héritiers de Maître Agboibo, qui donne le sentiment d'avoir déjà oublié la philosophie de leur ancien mentor qui prônait le dialogue pour régler les conflits. Gérard, qu'est-il encore possible de faire aujourd'hui? Non, moi personnellement, je ne crois pas aux idéaux. Hein. Je ne crois pas. Non, moi je dis, qu'est-ce qu'on peut encore faire aujourd'hui pour arrêter ce spectacle-là? J'arrive là, c'est-à-dire que du moment où je ne crois pas aux idéaux. C'est l'idéal serait qu'il n'existe pas de voleurs. Mais tant qu'il n'y aura pas la gendarmerie, la police, vous aurez toujours des voleurs. Donc dans les partis aussi, l'idéal serait que les gens suivent même quand il y a la gendarmerie, la police, il y a toujours des voleurs. Oui, mais c'est plus, on les réprime. Donc, dans les partis politiques aussi, si on s'attend à ce que les gens suivent la bonne philosophie, qu'on poursuive un idéal, moi je ne crois pas à ça. Mais je me pose la question où se trouve la justice pendant que tout cela se passe. Parce que quand il y a des guerres au sein d'un parti, on devrait pouvoir saisir la justice qui prend les statuts, les papiers de ce parti-là, et puis on tranche. Voilà. Comme quand il y a un contentieux au sein d'une société. Je parle d'une entreprise. Et donc, pourquoi on ne le fait pas pour le parti? Donc, c'est une défaillance aussi du système judiciaire. Et ça arrive, on laisse la chose pourrir, la situation pourrir, peut-être à des... Est-ce que c'est pas au camp qui se croit lésé d'aller intenter peut-être une action? Non, parfois le procureur peut intervenir tout simplement. Quand vous avez des bagarres pendant votre congrès, tout ça, là, des histoires comme ça, la justice peut se saisir, ou bien du moins une partie. Vous savez qu'au Togo, si la justice, le procureur se lève, puis se dit, bon voilà, on va se mettre à dire que voilà. Est-ce que et tout part des tests également des partis politiques. À ce jour, je ne maîtrise pas vraiment les tests du parti. Je ne sais pas s'il y a difficulté au sein dans le fonctionnement normal du parti. Est-ce que le procureur ou la justice dans son ensemble peut intervenir directement? Je ne sais pas. Mais le constat que nous tous nous avons fait, c'est que entre eux, ils ont décidé de faire du ministre en charge de l'administration territoriale leur répondant. Et c'est en cela que l'autre camp dit finalement que c'est le ministre qui instrumentalise l'autre camp. Le camp qui se dit lésé, bien entendu. Alors, ça aussi, c'est un autre débat. C'est-à-dire que si, en amont, vous-même, vous n'arrivez pas à respecter les textes qui régissent le fonctionnement de votre parti, mais vous vous offrez sur un plateau d'or au ministre qui, en dehors de son titre de ministre d'État,
ministre en charge de l'administration territoriale est membre du parti au pouvoir. Et il n'a pas forcément intérêt que votre parti marche. Exactement, lui n'a pas intérêt que vous soyez soudés pour les combattre. Et donc, s'il a l'occasion de vous diviser au mieux, partant de ces situations, il le fera. Donc ne soyez pas étonnés que le ministre interdise à un camp de ne pas avoir accès, n'est-ce pas, aux locaux du parti pendant que les autres y vont. C'est de bonne guerre sur le terrain politique, mais parce que eux-mêmes, ils ont permis à ce que lui puisse utiliser le bâton là pour mieux les frapper. Voilà. Bien, nous allons, on va évoluer. Moi, je demeure convaincu que la justice a son rôle à jouer. Oui, c'est tout pour la paix, la stabilité dans la société. Ouais, l'administration territoriale, si j'ai une entreprise, on a un contentieux, je ne m'en vais pas voir le ministre du Commerce. On s'en va voir la justice, tout simplement. C'est pour ça qu'on disait que est-ce que le parti qui se sont lésés, il n'a qu'à aller... Tout le reste... Alors, on va rapidement dire un mot de l'actualité internationale, on ne pourra plus continuer avec l'actualité nationale. Mais avant d'aborder le premier sujet, Anani Vidirakou nous rappelle les événements retenus pour le débat de ce matin. Mission de médiation africaine dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Une délégation du continent composée de 7 pays, dont 4 chefs d'État, Macky Sall du Sénégal, Azali Assoumani des Comores, Akindi Hichilema de la Zambie et Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, étaient vendredi à Kiev où elle a échangé avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La délégation est à Saint-Pétersbourg ce samedi pour prendre langue avec le président russe Vladimir Poutine. Ouverture d'une enquête au Sénégal après des images de supposés nervistes lors des manifestations. Le gouvernement a indiqué avoir ouvert une enquête sur des vidéos montrant des hommes armés en civil aux côtés des forces de défense et de sécurité durant les manifestations qui ont suivi la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Le parti PASTEF et les ONG de défense des droits de l'homme accusent de leur côté le pouvoir d'avoir fait recours à des nervis des hommes de main dans les opérations de maintien de l'ordre. Cameroun, le leader du social-démocrate Front SDF John Frumdi est décédé dans la nuit de lundi à Yaoundé des suites d'une longue maladie à l'âge de 81 ans. L'opposant historique Paul Biya a été candidat aux élections présidentielles de 1992, 2004 et 2011. Une autre disparition, l'ancien président du conseil italien Silvio Berlusconi s'est éteint lundi à l'âge de 86 ans. Dès l'annonce de son décès, le gouvernement italien a décrété une journée de deuil national mercredi et de lundi à mercredi. Les drapeaux étaient mis en berne sur tous les bâtiments publics. Naufrage en Grèce, un navire de pêche qui transportait près de 750 migrants a fait naufrage dans la nuit de mardi à mercredi au large de la Grèce alors qu'il tentait de gagner l'Italie. Le bilan provisoire fait état de 78 victimes, plusieurs centaines de disparus et 104 rescapés. Les recherches se poursuivent pour retrouver d'autres survivants. Enfin, l'ancien président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, est de nouveau inculpé par la justice fédérale. Il est accusé d'avoir emporté des boîtes entières de documents officiels, dont certains sont confidentiels, à son départ de la présidence en 2021. Dans cette affaire, 37 chefs d'accusation sont retenus contre lui, notamment rétention d'informations portant sur la sécurité nationale et entrave à la justice. Réagissant à cette nouvelle inculpation, Donald Trump se dit victime d'une chasse aux sorcières. J'ajoute qu'en dehors de ce qui vient d'être rappelé, l'actualité sur le continent depuis hier, c'est la demande faite par le Mali, la demande adressée à l'ONU. Le Mali demande le départ de la MINUSMA. Et nous allons écouter le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, s'adresser au Conseil de sécurité. Aujourd'hui, les Maliens sont heureux de voir leurs forces de défense et de sécurité réaliser en toute autonomie les missions de sécurisation des personnes et des biens, de lutte contre la criminalité, le grand banditisme, la traite des personnes et le trafic de drogue, les missions d'escorte de véhicules de transport, la sécurisation des foires hebdomadaires dans les localités sensibles, ainsi que les missions de sécurisation des frontières grâce au renforcement de l'outil de défense, conformément à la vision de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali. Le Mali est parfaitement conscient que la lutte contre le terrorisme ne fait pas partie de la doctrine des opérations de maintien de la paix. Mais il avait toujours plaidé pour un changement de posture de la MINUSMA afin de lui permettre de s'acquitter convenablement de son mandat et d'asseoir des actions de soutien aux efforts du gouvernement. Le Mali a constamment coopéré avec les Nations Unies, et ce en toute bonne foi. Dans cette approche constructive, nous nous sommes par exemple pleinement engagés avec le secrétariat général des Nations
Nations Unies dans le cadre de la revue interne de la MINUSMA afin de renforcer les capacités opérationnelles de la force onusienne dans la dynamique d'appuyer le Mali à se stabiliser. Je regrette de réaffirmer aujourd'hui que les options proposées par le secrétaire général dans son rapport sur l'examen interne de la MINUSMA ne répondent pas aux préoccupations et aux attentes maintes fois exprimées par le gouvernement et les populations du Mali. Nous n'avons d'autre choix que de parvenir aux conclusions objectives du bilan de 10 années de présence de la MINUSMA qui n'a pu apporter des réponses adéquates à la situation sécuritaire au Mali et dont les perspectives de maintien ne répondent pas aux impératifs de sécurité des Maliennes et des Maliens. Ni les propositions du secrétaire général, encore moins le projet de résolution en cours de négociation par les membres du Conseil n'apportent de réponses appropriées aux attentes des Maliens. Outre la dimension sécuritaire que nous assurons désormais par nos propres moyens, nous attendions légitimement de la MINUSMA qu'elle soit une mission d'assistance et de soutien aux efforts du gouvernement. La MINUSMA semble devenir partie du problème en alimentant les tensions communautaires exacerbées par des allégations d'une extrême gravité et qui sont fortement préjudiciables à la paix, à la réconciliation et à la cohésion nationale du Mali. Au regard de tout ce qui précède, le gouvernement du Mali demande le retrait sans délai de la MINUSMA. Le gouvernement est disposé à coopérer avec les Nations Unies dans cette perspective. Voilà, donc c'était là Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali, voilà ce qui s'adressait au Conseil de sécurité de l'ONU et donc demande le départ de la MINUSMA. Qu'est-ce que vous en pensez, Gérard? Bon, moi je suis un peu, peut-être, je suis content de cette décision. Pour la simple raison qu'on ne voit pas trop bien ce que la MINUSMA fait depuis 10 ans, hein, oui. On dit. Et donc, d'abord, ça coûte de l'argent. Et de deux, comme on le dit, mieux vaut être seul que mal accompagné. Et quand vous allez faire une bagarre et vous faites accompagner de votre grand-mère, ça vous diminue. Non seulement il faudra protéger la grand-mère, mais il faut se battre contre l'autre. Donc mieux vaut aller seul que d'avoir la MINUSMA avec soi. Et donc moi je me dis, surtout que le Mali, le gouvernement malien est en train de gagner du terrain visiblement, ayant acheté beaucoup d'armes de façon beaucoup plus facile que quand on commandait ces armes-là de l'Occident. Et je crois que quand on gagne, il faut continuer. Si un jour ils sont en difficulté, ils pourront toujours faire appel à l'ONU, à une troupe onusienne, et j'espère qu'on ne va pas leur refuser ça. Mais tant qu'ils sont capables de remporter la guerre, de gagner du terrain, qu'on les laisse faire. Oui, et Magloire, 10 ans que la MINUSMA est au Mali, et 10 ans, jusque-là, rien n'a changé, véritablement changé. C'est vrai que les gens peuvent penser que s'il n'y avait pas la MINUSMA, peut-être que les rebelles auraient déjà atteint Bamako. Mais en même temps, on est surpris de voir que durant 10 ans que l'ONU soit à la MINUSMA, cette mission-là, comme on dit, mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation Mali, que cette mission soit incapable de ramener la paix, de chasser ces rebelles-là qui occupent le nord du Mali. On ne comprend plus rien. Et je crois que c'est tout le débat qui est là. Parce que à la base, c'est parce que le Mali était en conflit que les Nations Unies ont estimé, avec l'accord bien entendu des autorités d'antan, qu'il était important d'intervenir pour sécuriser et le pays et les Maliens. Mais si 10 ans après, les autorités qui sont là aujourd'hui disent constater qu'il n'y a pas eu d'évolution et par conséquent ils estiment que leur accompagnement n'était plus de mise et qu'ils demandent ce que les partenaires puissent se mettre à côté, je crois que c'est de bonne guerre parce que en réalité, le Mali est un pays autonome. Je l'ai dit au début de cette affaire, lorsque le Mali demandait que les troupes françaises quittent le pays, beaucoup criaient, mais moi je disais à l'époque, nul ne connaît mieux le Mali que les Maliens. Et donc, nous on ne peut que constater ce qui se fait et on appréciera après. Aujourd'hui, on constate qu'avec la junte qui est au pouvoir, on a plus de facilité de commander des armements et tout semble dire véritablement que le Mali est en train de gagner du terrain dans ce combat de lutte contre le terrorisme. Alors si tel est le cas en tant que pays ou nation autonome, je prends juste acte. Surtout qu'en réalité, il n'y avait pas de résultats en tant que tel qui puisse motiver encore l'existence de cette troupe-là au Mali. Sauf que ma peur, c'est est-ce qu'on a la certitude qu'on pourra aller jusqu'au bout? Si les autorités maliennes pensent qu'on a la gouvernance en main et qu'on peut arriver
au bout de ce combat, j'apprécierais. Mais ma crainte, c'est que peut-être 1 an ou 2 ans après qu'il y ait l'effet boomerang, moi je serais un peu déçu. Mais fondamentalement, en tant que nation autonome, on ne peut pas qu'il arrive ce qui arrive au Ghana. Nana Akufo, comment ça s'appelle, oui, qui disait qu'il ne voulait plus les prêts du FMI. Du FMI, justement. Qui a fait. Et justement, parce que n'oublions pas, à l'époque, beaucoup avaient applaudi. Parce qu'on se disait, voilà, les FMI, les institutions de Bretton Woods font partie aussi de cette machine qui maintient le continent africain dans le sous-développement. Et donc, beaucoup avaient applaudi, mais on a vite compris par après qu'on ne pouvait pas aussi se démarquer de facilement. C'est pour cela que je dis, mais si ils pensent qu'ils pouvaient y arriver facilement, tant mieux. J'apprécierais, j'applaudirais. Mais ma crainte, c'est de ne pas arriver jusqu'au bout de une délégation de chefs d'État africains a entamé hier une mission de bons offices entre la Russie et l'Ukraine. Comment voyez-vous cette initiative africaine, oui, Magoula? Très salutaire. Peut-être que les gens vont se moquer de moi en m'écoutant le dire ainsi. Mais j'estime, vous savez, que dans la géopolitique, c'est une question de rapport de force. Et vous avez constaté que depuis ces dernières années, toutes les grandes puissances se tournent vers l'Afrique. On décrit l'Afrique comme l'avenir du monde. Ça voudra dire qu'en réalité, on a une puissance que nous-mêmes nous sous-estimons. Alors, si tant est que, par le hasard des choses, il y a ce conflit russo-ukrainien qui nécessite, on va dire, un rapprochement des forces, je crois que c'est la meilleure occasion que l'Afrique puisse saisir pour faire valoir aussi de quoi il est capable sur l'échiquier international en matière de la diplomatie. Est-ce que vous ne croyez pas que l'Afrique se ridiculise plutôt? Non, je ne crois pas, parce que vous savez, on est Togolais et on sait à peu près ce que c'est les médiations entre les États. Avec le général Yadema, il a fait. Et on sait, parce que vous savez, quand les autres ne sont pas tranquilles, toi non plus tu n'es pas tranquille. Si, à mon humble avis, l'Afrique peut vraiment parvenir à calmer la tension entre l'Ukraine et la Russie, ça va être une grande... Oui, mais comment est-ce qu'elle va parvenir à le faire? Parce que voilà, c'est la question. Comment est-ce qu'on peut parvenir? Une médiation, il faut avoir des moyens de pression, etc. Qu'est-ce que l'Afrique, Je parlais tantôt de rapport de force. Oui. C'est vrai, nous sommes africains, peut-être on sous-estime trop. C'est pourquoi on ne connaît pas. Non, on veut être juste... mais si les continents, je fais juste un constat, si toutes les puissances aujourd'hui veulent être amis, alliés à l'Afrique, c'est parce qu'on a notre mot à dire. Mais si on peut profiter aussi de ça pour leur faire comprendre que voilà, on est prêt à faire cette amitié à telle condition, je crois que les gens auront plus d'oreilles à nous écouter, parce qu'aujourd'hui, la tendance est que l'Afrique développe une politique de main tendue. C'est nous qui commandons, c'est nous qui demandons tout de l'extérieur. Alors qu'en réalité, on a tout ici en Afrique. On le dit, on a le soleil. Ça a l'air de rien, mais on a le soleil, on a les richesses naturelles qui sont avec nous, on a les ressources humaines. Mais qu'est-ce qu'il nous faut encore pour notre développement? Oui, je crois qu'on a tout ici. Si on sait s'y prend, Magoula, le rapport de force serait on est de de l'autre pratique. côté. Voilà. Et Gérard, quelles sont les chances que vous donnez à cette mission de réussir? Déjà, Zelensky dit, moi, cette affaire-là, je ne suis pas prêt à cesser le feu tant que il y aura encore un seul militaire russe sur le sol ukrainien. Est-ce que c'est pas plutôt une guerre entre la Russie et les États-Unis et que ça ne peut pas se résoudre enfin, je ne sais pas, quelle est votre opinion sur la question? Est-ce que cette mission a des chances de réussir? Je pense qu'il y a déjà une réussite. Le fait d'avoir été reçu par Zelensky, c'est déjà une réussite. C'est déjà beaucoup de considération. Et aujourd'hui, je pense qu'ils seront reçus par Vladimir Poutine. Oui. C'est aussi une réussite. Parce que quand il y a querelle dans une maison, on dit que vous êtes là pour... Est-ce que c'est véritablement une réussite? Ce n'est pas la première fois que Zelensky reçoit les présidents africains. Ce n'est pas non plus la première fois que Poutine reçoit les présidents africains. Oui, mais ce n'est pas évident. Si le président malgache, par exemple, il va tout seul, il n'aura même pas de temps pour lui. Donc moi, je pense que c'est un acte diplomatique quand même. Et Magoula l'a dit tout à l'heure, l'Afrique se sous-estime parfois. Parce que nous sommes le continent de l'avenir. D'abord, le marché que nous représentons et de les ressources minières que nous offrons aux gens. Donc tout le monde a les yeux rivés sur l'Afrique dans les 10, 20, 30 années qui vont venir. Beaucoup vont vouloir quand même... tout le monde est en train de draguer l'Afrique. Tout le monde est en train de faire la cour à l'Afrique. Et je crois que cette médiation-là pourrait, à la surprise de tout le monde, réussir. Parce que c'est une façon
de draguer l'Afrique. C'est une façon de lui faire la cour. On va dire, mais je vous ai tellement considéré que quand vous nous avez dit cessez le feu, on a cessé le feu. Est-ce que vous n'êtes pas trop optimiste? Vous voyez Zelensky, voilà, pour les beaux yeux des Africains. Non, moi je parle d'une question de stratégie. C'est juste une stratégie pour dire à l'autre, vous voyez, nous sommes vos amis. La preuve, je vous ai écouté quand vous avez dit d'arrêter le feu. Ça, ce serait une grande victoire pour la Russie ou bien pour l'Ukraine. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut que l'Afrique soit de son côté. Alors pourquoi ne le ferait pas? Vous vous querellez, voilà un oncle qui vient et vous vous taisez, vous dites, ben oncle, ben c'est à cause de toi que j'ai arrêté la bagarre avec ma femme. Hein. Ben cet oncle-là, ben, il va vous aimer. C'est juste une question de stratégie. En diplomatie, on utilise plein d'astuces pour gagner le cœur de l'autre. Voilà, un monsieur John Frundi, qui est voilà, au Cameroun, le Camerounais John Frundi a allongé la liste des opposants historiques africains qui ne goûteront jamais aux délices du pouvoir suprême d'État. Le leader du Social Democratic Front est décédé à l'âge de 81 ans, après avoir dirigé pendant 33 ans le SDF. Alors, que retiendrez-vous de lui? Bon, qu'est-ce qu'on peut retenir de lui? C'est d'abord ce combattant politique-là qui a passé le plus clair de son temps à lutter pour un Cameroun plus développé. Mais sauf que les réalités africaines, parce que n'oublions pas, je dirais qu'il est pratiquement de la même génération que le président Biya. Sauf que lorsque le président Biya a capté le pouvoir, il ne l'a jamais lâché jusqu'à ce jour. Et c'est aussi ça, les réalités africaines. Et du coup, il m'a l'air un peu d'un Gilles Olympe au Togo, qui à un moment donné s'entend venir peut-être l'étouffement de sa vision politique et est obligé de composer avec le régime en place. Ce qui fait que l'actuel opposant farouche au Cameroun, c'est Maurice Kamto. Oui. Ça exprime à peu près, entre griffes, l'échec de sa lutte, mais n'empêche, il a quand même essayé de faire ce qu'il peut. Mais à un moment donné, comme Dr Kwessan le propose, il a compris qu'il ne pouvait pas réussir en tant qu'opposant comme ça à participer à la gouvernance du pays, autant se rapprocher du régime. C'est pas mauvais, surtout que nous sommes dans un contexte africain. Je crois que c'est plutôt à ça que nous devons tendre vers, je le crois sincèrement. Mais ça a tué son parti finalement. Ça a tué son parti, malheureusement. Oui, Gérard, un mot rapidement sur John Frundi. Non, moi je dis bravo. C'est-à-dire il a fait sa part, comme dirait l'autre. Il a apporté sa pierre à la construction. Et moi je ne suis pas de ceux-là qui pensent que quand on crée un parti politique, c'est forcément pour conquérir le pouvoir. Je n'y crois pas du tout. Mais lui, il voulait le pouvoir. Oui, c'est possible. Mais quand même, c'est-à-dire quand on a créé un parti politique et on a lutté pour changer des choses, ben, au soir de sa vie, ben, qu'on puisse nous applaudir au moins. Celui-ci, à votre avis, qu'est-ce qu'il a changé au Cameroun? Oh, je crois qu'il a quand même freiné les ardeurs de Paul Biya beaucoup. Il lui a mis des bâtons dans les roues, entre guillemets. Ben, si Paul Biya n'avait pas un boulevard devant lui, quand même, avec John Frundi. Et contrairement aux autres, quand on voit la classe politique camerounaise, hein, c'est plein de gens qui collaborent, des collabos. Mais celui-là, il a eu quand même le courage de dire souvent non. C'est pour ça, moi, je dis bravo. En Afrique, il faut qu'on en arrive quand même à penser que faire la politique, c'est pas forcément pour avoir le pouvoir. En Europe, vous voyez les alternatives ou bien les écologistes, je ne pense pas que ces gens-là rêvent d'avoir le pouvoir un jour. Ils sont tellement minoritaires. Mais ils veulent être ce minorité-là de blocage pour pouvoir changer des choses. Et si on est comme ça, moi, je dis déjà pour lui, bravo. Il n'a pas vécu inutilement. Bien, auditrices, auditeurs, sommes désolés, nous ne pouvons pas aborder tous les sujets, voilà, qui étaient en fait programmés. Nous sommes au terme de cette émission, dont la mise en onde a été assurée par Haïté Messan et la coordination digitale par Amjoy Allah. Ma gratitude donc au confrère Gérard Wessan, le directeur de publication du journal satirique Sika, et Magloua Teko, le rédacteur en chef de Flambeau, qui ont accepté de commenter et d'analyser pour nous les principaux événements de l'actualité de cette semaine. Je remercie également Hervé Essay et Annalie Villaraco pour leur contribution à cette émission. Le Rétro 7 est rediffusé le dimanche à partir de 11h. Auditrices et auditeurs, retrouvez-nous samedi prochain pour un nouveau numéro de Rétro 7, si Dieu le veut. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.